Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors j'ai titré les marchés au plus haut, il s'agit bien sûr principalement des marchés américains qui battent record sur record, même si on a eu une correction finalement assez forte hier. Mais je vais parler des marchés financiers globaux et même de l'économie globale parce qu'il se passe quand même des choses vraiment très très intéressantes. Et je pense qu'il ne faut surtout pas regarder uniquement les marchés financiers ou bien l'or ou les taux d'intérêt ou les matières premières ou l'immobilier. Il faut vraiment essayer de comprendre l'écosystème dans son ensemble et c'est ce que j'essaie de faire dans cette vidéo. Alors si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas faire des prévisions. Je pense toujours qu'on ne peut pas prévoir le futur. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire quand je vois le docteur Raoult qui dit toujours qu'il n'aime pas faire des prévisions, se faire pousser par les journalistes à en faire. Il s'avère malheureusement pour lui que souvent les prévisions tombent faux alors que c'est quelqu'un qui est vraiment brillant dans son domaine et vraiment un expert mondialement reconnu. Donc j'essaie de ne pas tomber dans ce piège et de ne pas faire de prévisions, mais je vais quand même vous donner deux scénarios possibles à la fin de cette vidéo. Alors faisons un point sur la situation actuelle. On a une économie qui est depuis des années aidée, voire même administrée par les banques centrales. Et ces banques centrales, elles ont deux outils principaux. Le premier, c'est le quantitative easing, c'est-à-dire qu'elles rachètent des titres sur les marchés financiers, principalement des obligations. Alors, en 2008, c'était principalement les actifs pourris pour assainir les bilans des banques, et avec le temps, ils se sont mis à racheter un peu toutes les obligations, et notamment les obligations d'État. Alors, qui ça a aidé ? Finalement, principalement les investisseurs. Alors vous allez voir sur les prochains graphiques, je mets des plus pour qui ça a aidé, on pourrait débattre sur le nombre de plus, mais bon, c'est pour donner une idée. Les entreprises, elles en profitent peu. À une époque, comme je le disais en 2008, les banques et les assureurs en ont profité, mais beaucoup moins maintenant, et puis les ménages, pas du tout. Le deuxième outil des banques centrales, qui est d'ailleurs leur outil standard, ce sont les taux directeurs qui ont été baissés jusqu'à 0, voire moins, pour relancer l'économie. Et à nouveau, qui en profite ? En premier, ça a été les investisseurs. Alors bien sûr, le but c'était d'aider les entreprises, elles en ont d'ailleurs profité, on a eu des taux de faillite historiquement faibles dans les dernières années puisque le robinet du crédit est ouvert au maximum. Les ménages, eux, ils en profitent très peu, sauf dans un cas bien précis qui est l'immobilier, puisqu'on peut financer un achat immobilier à un taux très faible, mais ça on y reviendra. Cette situation sur les banques centrales, elle n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est l'intervention des États depuis la crise du Covid. Alors ça va des chèques de Donald Trump aux ménages américains, au chômage partiel en France, en passant par tous les plans qu'on a vus pour aider les entreprises. Alors qui en profite ? Bien sûr, pas les investisseurs cette fois, mais les entreprises et les ménages. Suivant les pays, ça va être plutôt les ménages qui ont été aidés, comme en France par exemple, où grâce au chômage partiel, le pouvoir d'achat a été plutôt maintenu, ou bien les entreprises comme aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est où va tout cet argent ? Alors, si je répondais rapidement, je vous dirais que tout ce qui aide les investisseurs va sur les marchés financiers et tout ce qui aide les ménages et les entreprises va dans l'économie réelle. Alors, je ne suis pas fan de cette distinction vraiment entre les marchés et l'économie réelle, mais bon, on l'entend partout, donc je vais l'utiliser. Mais au lieu de mettre marché financier, j'ai mis produits financiers et épargne. Pourquoi ? Parce que si on regarde de plus près, les gains des ménages qui ont été dus au taux d'intérêt sont allés où ? Je l'ai dit, en grande partie dans l'immobilier. Et c'est surtout pour ça finalement que les ménages s'endettent. Et les aides de l'État pour la crise sont allées où ? On l'a vu, c'est surtout en épargne. L'épargne qui a explosé. Si on regarde les chiffres de la Banque de France, on a 37 milliards de plus sur les comptes bancaires au deuxième trimestre et 26 milliards sur les livrets. Et il n'y a qu'à voir les records de collecte du livret A. Plus de 22 milliards ont été collectés depuis le début de l'année et on va peut-être battre le record de 2012. Donc cet argent, il ne va pas dans l'économie réelle, il dort sur des comptes bancaires ou des livrets d'épargne. Et quand les particuliers auront plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros sur leur compte, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent ? Est-ce qu'ils vont se précipiter dans les magasins pour les dépenser ? Je ne suis pas certain. Avec l'incertitude, je pense qu'une bonne partie va être placée sur les supports traditionnels, donc on sera plutôt sur des livrets, assurance vie, immobilier, et puis un petit peu de bourse en France, et puis bourse et immobilier aux États-Unis. Et là, je pense que assez rapidement, on vient d'expliquer une grande partie de cette décorrélation entre bourse et économie réelle. Alors, est-ce que ça va durer ou non ? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Alors, j'ai deux scénarios. L'un classique et l'autre moins classique. Le premier scénario classique, c'est qu'on est dans une bulle, surtout aux États-Unis et surtout sur la technologie, que cette bulle, elle va exploser à court ou moyen terme et que les valorisations vont revenir à un niveau plus raisonnable. Le deuxième scénario est beaucoup moins classique, c'est que comme le monde est abreuvé d'argent frais, notamment les investisseurs, l'euro ou le dollar valent beaucoup moins qu'avant. Alors, pour une monnaie, quand elle vaut moins cher, ça se voit de deux manières. La première, c'est l'inflation. Quand une baguette de pain qui valait 1 euro vaut maintenant 2 euros, on peut dire que c'est le pain qui a augmenté.
Mais si le prix de tous les biens augmente en même temps, donc ce qu'on appelle l'inflation, c'est la monnaie qui vaut moins, c'est la monnaie qui est moins chère. Et l'autre moyen de le voir, c'est quand une monnaie se déprécie par rapport aux autres, c'est-à-dire en regardant le taux de change. On se rend compte que, par exemple, avec 1 euro, on pouvait l'échanger contre 1 dollar, et maintenant, contre 1 euro, on n'obtient plus que 50 cents, on voit que la monnaie se déprécie. Alors, basé sur ces deux mesures, on peut très rapidement me dire, mais attends, Xavier, ton deuxième scénario, il tient pas du tout la route, puisque de l'inflation, il n'y en a pas, et les taux de change, ils sont finalement relativement stables depuis plusieurs années. Alors je vais tacler tout de suite le point sur le taux de change. Oui, les taux de change sont stables, mais les banques centrales font la même chose partout. Donc finalement, peut-être que la plupart des monnaies dans le monde se déprécient puisqu'on imprime des billets et comme tout, quand on a quelque chose qui est produit en masse, son prix diminue. Donc j'enlève le taux de change puisque finalement c'est ce qui est fait par quasiment toutes les banques centrales du monde. Quant à l'inflation, on n'a effectivement pas d'inflation des biens de consommation, mais comme je le répète souvent, on a une inflation des investissements, on a une inflation financière. C'est-à-dire que l'immobilier, la bourse, l'or, etc. ont fortement augmenté ces dernières années. Et si je prends donc ce deuxième scénario de baisse de la valeur de la monnaie, finalement, ce n'est pas Apple qui monte, ou bien l'immobilier, ou bien l'or, c'est la valeur de l'euro et du dollar qui baisse. Et à nouveau, si on est dans ce scénario, et je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal d'investisseurs qui sont dans ce scénario, vous ne voulez pas rester en cash, puisque la valeur de la monnaie, elle baisse de manière cachée, vous voulez être surtout investi, que ce soit dans une entreprise en bourse, ou dans l'immobilier, ou bien dans l'or. Et le meilleur exemple, c'est l'or. L'or, il ne monte pas du tout parce que c'est une valeur refuge. L'or monte parce qu'il protège de cette inflation, il protège de cette baisse de la valeur de la monnaie. Et c'est là où c'est assez incroyable, on a vraiment deux scénarios totalement contradictoires. Le premier scénario classique où finalement comme la plupart des actifs financiers sont survalorisés, il faut rester fortement en cash, il faut rester sur des secteurs défensifs parce que potentiellement on va avoir une crise boursière voire financière qui s'annonce. Et l'autre scénario où comme les monnaies se déprécient fortement, au contraire il faut être investi dans des actifs, notamment des actifs réels pour pouvoir être protégé contre cette baisse actuelle ou bien à venir de la plupart des monnaies. Alors j'espère que vous avez réussi à suivre tout mon raisonnement, notamment le raisonnement sur ce deuxième scénario, parce qu'il y a beaucoup de commentateurs financiers qui expliquent un peu tous la même chose. Tout le monde dit que les valeurs technologiques sont extrêmement bien valorisées, qu'elles sont très très chères, etc., et que c'est dû aux banques centrales, mais c'est souvent interprété par ça peut que se terminer mal et on peut uniquement avoir un crack, crise financière, appelez ça comme vous voulez, ou en tout cas une revalorisation des titres pour que ça colle plus à l'économie réelle. Mais il y a aussi une autre manière d'interpréter tout ça, qui est que les monnaies ont tendance à valoir moins parce qu'elles ont été tellement créées en masse qu'il vaut mieux finalement rester investi parce que si vous êtes trop en cash, si vous gardez trop votre argent, finalement vous allez continuer à avoir tous ces actifs financiers qui vont monter et vous passer vous vous rendez même pas compte en fait que votre compte bancaire est en train de se déprécier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Parlez-moi bien de ces deux scénarios dans les commentaires et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.